Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, en Mauritanie, plusieurs voix s'élèvent pour contester le pouvoir en place. Depuis l'arrestation d'un militant anti-esclavagiste, l'ancien président Elie Ould Mohamed Vall dénonce un régime arbitraire. En moins de 5 ans, les échanges commerciaux entre la Turquie et le continent sont passés de 9 à 13 milliards de dollars. Un sommet s'est clôturé vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale, afin de resserrer les liens entre les deux parties. Et puis Abidjan a célébré ce samedi 22 novembre la 9e édition de l'Afrique Fashion Show. Une quinzaine de stylistes originaires du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso et même des États-Unis présenteront leurs créations. Mais avant de développer ces titres, plus de 5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche 23 novembre en Tunisie. Le scrutin doit permettre de tourner la page de la transition entamée suite au soulèvement populaire en 2011. Parmi les 27 candidats figurent l'ancien président de la transition, Monsef Marzouki, ou encore Béji Caïd Essebsi, chef du parti Nida Tounes et vainqueur des récentes élections législatives. Le parti islamiste Ennahda n'a pas présenté de candidat. En Mauritanie, l'opposition dénonce un pouvoir de non-droit après l'arrestation d'un militant anti-esclavagiste. L'ancien président Elie Ould Mohamed Vall a accusé le pouvoir de l'actuel président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, d'être à l'origine des blocages politiques que connaît le pays depuis plus de 7 ans. Marina Vani. Après l'arrestation d'un opposant politique en Mauritanie, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer les agissements du pouvoir en place. L'ancien candidat à la présidentielle, Biram Ould Abeid, est accusé d'avoir porté atteinte à l'unité et la cohésion nationale. Le leader de l'initiative pour la résurgence du mouvement anti-esclavagiste IRA et 4 de ses militants ont été interpellés mardi par les forces de sécurité publique alors qu'ils menaient une campagne dans un village de la région de Rosso, au sud du pays. Pour l'ancien président Elie Ould Mohamed Vall, cette situation est la conséquence de la politique pratiquée par le gouvernement actuel qui ne respecte pas les droits humains. Nous sommes dans un pays qui est pris en otage par un putschiste ou même, je dis bien, l'auteur d'une rébellion individuelle qui en fait ce qu'il veut et qui fait ce qu'il veut et qui n'a absolument aucune référence ni au droit, ni à la légalité, ni à quoi que ce soit. On peut arrêter qui on veut, on peut régler les comptes à qui on veut, et on peut jeter en prison qui on veut, et on peut se comporter de n'importe quelle manière. Arrivé au pouvoir en 2005 par un coup de force militaire, Mohamed Vall a ensuite conduit pendant 2 ans le processus de transition. Il dénonce un État non légitime en Mauritanie. Le président actuel Mohamed Ould Abdelaziz s'étant autoproclamé chef de l'État selon lui. Vous dire qu'il n'y a jamais eu de mandat pour ce monsieur-là. Qui lui a donné un mandat? Et je dis bien, il s'est rébellé contre un président dont il était le chargé de la sécurité, un président légalement élu. Il s'est légalisé tout seul. Et dans la dernière élection, permettez-moi de vous dire et de rappeler à tout le monde que l'élection a été totalement boycottée par toute l'opposition démocratique mauritanienne, qu'il s'est présenté tout seul, à sa propre succession. Selon plusieurs observateurs, le pouvoir en place et l'opposition politique sont obligés de dialoguer pour renouveler le consensus démocratique. Un climat politique apaisé est nécessaire pour sortir le pays de la crise qu'il vit depuis 2008. À moins de 3 semaines du congrès de l'opposition, le 11 décembre en Côte d'Ivoire, le chef du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a demandé le retrait de la candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo. L'actuel président du parti a dénoncé des irrégularités dans la candidature du fondateur du parti. L'une d'entre elles concerne l'emprisonnement actuel de l'ancien président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Le 2e sommet Afrique-Turquie s'est achevé vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale. En raison de l'épidémie Ebola, le secteur de la santé y a occupé une place importante. L'événement avait également pour mission de renforcer la coopération entre la Turquie et l'Afrique, des partenariats qui se chiffrent à plusieurs milliards de dollars. Reportage de notre correspondante Asuncion Chamaïene. La paix, la sécurité et le règlement des conflits
constituent les principaux défis auxquels le continent africain doit faire face. C'est dans ce contexte que se sont exprimés les dirigeants africains lors de la cérémonie de clôture du 2e sommet Afrique-Turquie ce vendredi à Malabo, afin d'établir un nouveau modèle de partenariat pour le renforcement du développement durable et de l'intégration africaine. L'Afrique et la Turquie, en tant que victimes de ces phénomènes, doivent faire partie intégrante de la lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains et le crime organisé, qui va contrairement de la liberté et le bien-être des personnes. Nous allons passer à partir de déclarations de volonté aux actions concrètes. Le domaine de la santé a également été abordé lors de cette rencontre entre chefs d'État et de gouvernement, en soulignant surtout le cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola, une épidémie qui a fait depuis le début de l'année 2014 près de 5400 morts, majoritairement en Afrique de l'Ouest, sur un nombre total de 15 145 malades infectés selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. À raison de l'épidémie Ebola, nous savons qu'il y a eu de passes difficiles parmi beaucoup des pays africains. Et cela montre à quel point la coopération dans le domaine de la santé entre nos États est importante. J'aimerais rappeler à cette occasion que la Turquie a jusqu'à maintenant contribué plus que tous les autres pays et plus que nous pourrions le faire, en apportant une source de 5 millions de dollars américains. Rappelons que l'Union africaine avait en 2008 déclaré la Turquie partenaire officiel. Les observateurs insistent sur l'importance que revêtent les mécanismes de suivi du partenariat turco-africain, inspirés d'une coopération pour un avenir commun. Selon des données communiquées à cette occasion par la Turquie, le volume des échanges commerciaux avec l'Afrique a atteint 23 milliards de dollars en 2013, alors qu'il n'avait été que de l'ordre de 9 milliards de dollars en 2005. À 2 ans de l'échéance du scrutin présidentiel, le Gabon s'y prépare déjà. La mobilisation électorale a commencé pour les différents partis sous l'œil attentif des Gabonais. Pour le PDG, le parti au pouvoir, l'heure est à la mise en place des stratégies. Tiranjai. À 2 ans de l'élection présidentielle la plus attendue de l'histoire du Gabon en 2016, les différents partis politiques s'activent afin de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Pour le PDG, le Parti démocratique gabonais au pouvoir, remporter le prochain scrutin présidentiel est une priorité. Les actions menées à l'instar du plan stratégique Gabon émergent permettront ainsi de poursuivre les engagements du chef de l'État actuel, Ali Bongo Ondimba. Le travail déjà amorcé représente pour lui une légitimité pour continuer à tenir les rênes du pays. La main ne se passe pas parce qu'il faut la passer. Même vous-même, cher ami, lorsque vous êtes père de famille, vous observez votre famille. On ne passe la main qu'à la personne qui a les aptitudes de prouver qu'il est à mesure de continuer la politique que l'on mène, c'est-à-dire la politique d'intérêt général, la politique de stabilité et de paix, la politique de partage des richesses de ce pays. Le parti au pouvoir dirige le Gabon depuis plus de 50 ans. L'opposition gabonaise entend pourtant mener l'alternance politique au prochain scrutin. Une situation abordée toutefois avec sérénité par le PDG. Nous sommes dans un régime de démocratie. Nous n'empêchons personne de mettre en place des partis ou des structures à caractère politique. Il est bien évidemment que le débat ne doit pas se mettre au niveau du verbe. Le débat doit se mettre au niveau des idées. Au jour d'aujourd'hui, si un parti ou une personnalité du Gabon avait des idées qui pourraient convaincre le peuple gabonais, mais il n'y a pas de raison que cette personnalité ne puisse assurer une parcelle de pouvoir. Au Gabon, l'élection présidentielle de 2016 s'annonce à grands pas. Le président Ali Bongo Ondimba resserre les rangs de sa majorité et a lancé un appel au rassemblement. Parallèlement, l'opposition, elle, tente de se consolider mais reste fragmentée par plusieurs visages, malgré l'éventuelle candidature unique prônée en son sein. La capitale ivoirienne Abidjan a célébré ce samedi 22 novembre la 9e édition de l'Afrique Fashion Show. Une quinzaine de stylistes originaires du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso et même des États-Unis ont présenté leurs créations. Et derrière cet événement, il y a sa créatrice, Isabelle Hanno, qui rêve de faire de ce rendez-vous une véritable Fashion Week ivoirienne. Notre journaliste Hortense Assaga l'a rencontrée. Regardez.
Nous sommes ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où se déroule la 9e édition d'Afrique Fashion Show, le festival initié par mon invitée Isabelle Hanno. Isabelle, merci de nous accueillir ici. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement en Côte d'Ivoire. Alors, pouvez-vous nous présenter l'Afrique Fashion Show ? Alors, en 2 mots, Afrique Fashion Show, c'est donc le rendez-vous international de la mode africaine. C'est pouvoir avoir sur un même podium des stylistes aussi bien nationaux que de la sous-région, en tout cas que de l'Afrique. Et depuis 9 ans, on essaie en tout cas d'organiser cet événement-là. La Côte d'Ivoire, on le sait, est une plaque tournante pour la mode en Afrique. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de créer ce festival, cet événement ? En effet, parce que depuis quelque temps, il y a 10 ans en arrière, on avait un peu perdu cette place de plaque tournante, justement. Et mon objectif est donc de donner à la Côte d'Ivoire donc toutes ces lettres de noblesse en matière de mode et de refaire de mon pays donc la capitale donc de la mode africaine. Alors 9 éditions, dans quelques heures, il va y avoir alors des personnalités et puis tout le gratin de la mode. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Mais ce soir, on aura du beau et encore du beau, de la créativité africaine, différents styles, différents designs, différentes créations et que du beau, vraiment avec des stylistes comme Alfadi, comme Pateo, comme Kole Soardo, mais vraiment venus de différents pays et il n'y a que la mode qui gagne et l'objectif aussi c'est de dire à tout le monde que la mode contribue au développement économique d'un pays et que la mode permet à un pays de bien se développer à tous les niveaux. Voilà. Quel est le mot d'ordre pour finir de cette édition ? Que la mode ne soit plus le parent pauvre de la culture en Afrique. C'est tout ce qu'on souhaite, donc avec cette édition qui sera réussie, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup et j'espère vraiment que ce soit une réussite. C'était Isabelle Hanno qui préside donc à la 9e édition de l'Afrique Fashion Show ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. Du sport pour terminer ce journal et le Tour cycliste du Rwanda s'achève ce dimanche, 6e et dernière étape, 108 km de course dans les rues de Kigali, la capitale. Ce samedi, le Rwandais Valence Diasinga a pu conserver son maillot jaune après une étape de 125,7 km entre Ouye et Kigali. C'est l'Érythréen Mekseb Debesay qui remporte sa 2e étape ce samedi en 3h14 et 6 secondes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.